Salut à tous, c'est Bhaskar pour Hypnomachie, et aujourd'hui nous allons parler des plus gros enculés de la Terre, les pervers narcissiques. Alors, qu'est-ce que c'est que la perversion narcissique ou les pervers narcissiques, en abrégé PN, que nous appellerons pneus pour cette vidéo. Les pervers narcissiques, vous pourrez trouver assez facilement sur Internet, même sur Wikipédia, vous avez une liste de critères qui permettent de définir la perversion narcissique, donc je ne vais pas les reprendre avec vous, d'autant que l'information est assez facile d'accès. Mais simplement, dans le cadre d'hypnomachie, la notion de pervers narcissique possède une composante hypnotique très forte. Autrement dit, lorsque l'on utilise la notion de perversion narcissique pour réfléchir, aborder sa relation avec autrui, etc., cela nous ferme énormément d'horizons et nous limite puissamment au niveau de nos ressources. C'est pour ça que j'avais envie de faire une vidéo sur ce thème. C'est un terme qui provient de la psychanalyse. C'est le psychiatre et psychanalyste Racamier qui a mis cette notion au point à la fin des années 80, et aujourd'hui elle est extrêmement à la mode, et il y a de plus en plus de personnes qui l'utilisent. Alors, moi j'ai regardé ça de près, j'en ai parlé avec énormément de confrères, et il nous apparaît que c'est une notion qui manque fondamentalement de fond. C'est déjà une notion qui se contredit elle-même, c'est-à-dire que rien que quand on regarde la définition de ce que c'est qu'un pervers narcissique, il y a déjà un certain nombre de points qui devraient mettre la puce à l'oreille. Pour commencer, il est dit justement dans les différents critères pour déterminer un pervers narcissique, ça se nourrit de la souffrance que ressentent ses victimes. Donc, quand on lit ça, on imagine une espèce de méchant de film qui arrive comme ça, etc. Alors, bon, ok, pourquoi pas. Moi, j'admettrais bien qu'il y a des gens qui peuvent prendre du plaisir sans aucun problème. Il y a plein de sadiques, il y a des sadiques, il y a des gens comme ça effectivement, qui jouissent de leur puissance quand ils voient l'autre réduit à l'état de choses ou dans une position de faiblesse extrême. Pas de problème. Sauf qu'il est dit également dans la définition du pervers narcissique que le pervers narcissique est totalement dénué d'empathie. Oui, il est totalement dénué. C'est un monstre froid et calculateur qui est donc dénué de la capacité de se mettre à la place d'autrui pour ressentir ce qu'autrui peut ressentir. Mais dans ce cas-là, comment fait-il pour savoir qu'autrui ressent de la souffrance? C'est extrêmement suspect, et c'est en soi déjà une première contradiction que je trouve extrêmement étrange sur cette notion. Alors, on va rajouter à ça le fait que c'est une notion qui provient de la psychanalyse, et qu'en termes de démonstration scientifique ou même de fonds d'études, de tests, de n'importe quoi, en fait, c'est pas vraiment une discipline qui s'est illustrée par l'abondance de ses publications sur le sujet, c'est même peu de le dire. Et puis enfin, un des principaux problèmes, c'est que on aurait dû avoir des bardés de psychologues ou de psychiatres, ou même de psychanalystes, qui étudient plus en amont la perversion narcissique. Or, il est dit que on ne sait au fond que peu de choses sur la perversion narcissique, puisque le pervers narcissique ne consulte pas les psys. Donc en fait, c'est dit, il y en a tellement en fait, il y en a plein. Alors, ce qui est très fort, c'est que les psychanalystes nous disent qu'il y a à peu près 1% de la population, voire 2% dans les milieux de la finance ou d'autres milieux de la politique qui seraient pervers narcissiques. Mais en fait, on n'en sait rien, puisque personne n'en a jamais vu. Donc en fait, on est dans une espèce de théorie totalement auto-validante, totalement circulaire, qui rappelle certaines notions de paranoïa. Il y a plein de micros chez moi, j'ai fouillé partout, j'en ai pas trouvé un seul, c'est dire s'ils sont bien cachés, c'est le même genre de... C'est pas vraiment une forme de délire, mais en tout cas c'est une surmentalisation. C'est-à-dire que les personnes carburent là-dessus et ne descendent plus pour voir les faits, voir est-ce qu'il y a au moins un fait qui pourrait corroborer leur thèse. Alors lorsque je discute avec un certain nombre de personnes qui utilisent cette notion de pervers narcissique, il y a toujours à un moment donné quelqu'un qui dit « Ah mais moi j'en connais, mon ex est pervers narcissique, ma belle-mère, etc. À mon travail j'en ai vu. » Bon. Alors j'ai mené ma petite enquête, ça fait plusieurs années que je travaille sur ce sujet, et en fait on se rend compte qu'il y a une explication très claire qui explique pourquoi est-ce qu'autant de gens pensent avoir rencontré des pervers narcissiques. Ça s'appelle la voie rapide.
il faut savoir que dans notre cerveau, on a deux voies. On a ce qu'on appelle une voie rapide et une voie lente. Ce sont deux voies différentes de prise de décision. En gros, notre cerveau a deux manières de prendre des décisions. La voie rapide, c'est une voie qui nous a tous sauvés ou sauvé nos ancêtres jadis. C'est une voie qui permet de prendre des décisions avec très peu d'informations. Imaginez, vous êtes dans les transports en commun, vous êtes dans le métro, dans les couloirs du métro, dans le couloir d'une entreprise, j'en sais rien, et vous voyez plein de gens qui courent en hurlant comme ça. La voie rapide, elle va se mettre à courir aussi. Dans le doute, quand on voit d'autres personnes, des semblables, qui sont en train de courir pour s'enfuir, on va le faire aussi, on ne réfléchit pas, on ne comprend pas pourquoi on court, c'est la voie rapide. Ça nous a sauvés. Ça nous a sauvé notre cellule, nos ancêtres, depuis des générations, pour échapper à des prédateurs, ce genre de choses. La voie lente, c'est une voie qui va permettre de prendre davantage son temps et de dire, bah, attendez, pourquoi est-ce qu'ils courent, tous ces gens-là? Et de regarder pourquoi ils courent, et de prendre une décision plus rationnelle, plus réfléchie plutôt, je préfère réfléchir à rationnel. Bon. L'usage des pervers narcissiques, si ça se répand autant, qu'il y a autant de livres, de vidéos YouTube qui parlent de cette notion, et que de plus en plus de gens l'utilisent, c'est que ça satisfait la voie rapide. C'est-à-dire que, en gros, j'ai rencontré mon patron qui est là et qui me fait faire des heures supplémentaires, qui ne me paye pas et qui en plus me parle en permanence mal, alors que moi je vais pas bien et que j'ai besoin de son soutien et qu'il ne me soutient pas, etc. Je vais me dire que c'est un pervers narcissique. En gros, aujourd'hui, le mot pervers narcissique a remplacé le mot connard des années 80. Mais le problème, c'est qu'il y a dans la notion de pervers narcissique une pseudo-diagnostication pseudo-psychologique qui essaie de donner une légitimité à juste connard. Quand on dit « mon boss est un connard » ou « mon ex est une connasse », c'est très clair, c'est un jugement de valeur, c'est clair. Bon. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus insidieux qui se voudrait psychologisant. Voilà. C'est même pas psychologisant parce que ça vient de la psychanalyse, mais souvent les personnes qui utilisent ce terme ne font pas forcément bien la différence entre qu'est-ce qui vient de la psychanalyse, la psychologie, la psychiatrie, et en quoi est-ce que ces différents domaines peuvent être différents. Alors, cette notion a énormément de succès parce que lorsque le cerveau souffre, hein, je suis là, mon ex me rappelle 8 fois par jour, reviens à la maison, reviens, non mais on prend juste un café, etc. Je me sens harcelé, hein, ce qui peut être légitime, hein, 8 fois par jour, si, c'est parfaitement légitime. Et à partir de ce moment-là, mon cerveau émotionnel, mon cerveau limbique ressent un stress extrêmement intense et il a besoin de donner du sens. Hein. Une des choses les plus importantes lorsqu'on ressent de la souffrance, c'est de donner du sens. Depuis la nuit des temps, les gens ont inventé des théories pour justifier qu'est-ce qui fait que mon petit frère, il est mort d'une maladie horrible à l'âge de 2 ans, ah bah c'était son karma, ah d'accord, bon bah alors c'est moins grave, etc. Qu'est-ce qui fait que ceci, machin, c'est la volonté de Dieu, ah d'accord, ok, c'est moins grave, etc. Si vous voulez, la notion de sens permet de donner l'illusion qu'on souffre un peu moins ou qu'en tout cas cette souffrance a une raison et qu'elle n'est pas inutile. Souffrir de manière inutile, c'est d'un certain point de vue l'horreur absolue, bien évidemment. Donc la première théorie un peu branlante, vous voyez, qui va permettre de justifier une douleur intense subie, et je ne nie pas la douleur et la souffrance vécues par des personnes qui utilisent cette notion. Parce que pour qu'on utilise cette notion, il faut avoir souffert énormément. Et donc du coup, ils vont se jeter sur cette notion pour donner du sens rapidement. Bon. Alors ça déjà, c'est pas mal parce que ça permet de faire baisser la tension et c'est un début. C'est bien naturel, c'est bien légitime. Mais le problème, c'est que c'est un petit peu... C'est le même genre de principe que pour certaines addictions. Je sais pas, les clopes ou le cannabis ou d'autres choses. C'est-à-dire, c'est une solution rapide à une tension intérieure, mais qui va créer des problèmes à moyen et long terme. Je suis stressé, je suis super stressé, je suis là, ça va pas, j'ai besoin de quelque chose, je prends ma clope. Ça me détend un petit peu. Ok. À moyen terme, ça me fait mon cancer du poumon. C'est toujours ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Et bien, la notion de perversion narcissique, c'est la même chose. Lorsque je considère que mon ex, ma belle-mère, tout ce que vous voulez, est pervers narcissique, je vais changer mon regard sur cette personne. Et à partir de là, je risque de tomber dans 2 biais cognitifs principaux, qui sont le biais de sélection et le biais de confirmation. Le biais de sélection, ça consiste à ne voir chez l'autre que les informations qui confirment ce que je pensais avant.
C'est le biais de sélection, c'est ce qui va faire qu'une personne de droite va dire, quand il voit une politique de gauche, « Ah mais ça n'a pas marché là, là et là », sans voir là où la politique de gauche aura marché, ou réciproquement. Donc là c'est pareil, si je crois que l'autre est un pervers narcissique, dans ce cas-là je vais voir toutes les fois où il manque d'empathie, où il ne prend pas les autres en compte dans les décisions, et je vais occulter inconsciemment les moments où il fait preuve d'empathie, où il fait preuve d'émotion, où il fait preuve d'une ouverture du cœur sur l'autre. Le biais de confirmation, ça va être le fait d'être validé dans le fait de dire « Ah, mais je le savais bien, je savais que c'était un pervers narcissique, etc. » Du coup, quelles sont les conséquences du fait de voir l'autre comme ça? Fermeture du cœur. Pourquoi est-ce que je m'ouvrirais à quelqu'un qui a juste envie de me détruire, de profiter de ma faiblesse et de me terminer, de m'achever? Donc fermeture du cœur, biais de sélection, biais de confirmation. Imaginez, si quelqu'un vous dit « Oui, toi, toi, t'es un pervers narcissique, toi, maintenant c'est même plus la peine, tu m'adresses plus la parole. » Comment vous vous sentez là? Alors du coup, l'autre, il risque pareil de se fermer. Puis du coup, on va dire « Ah ben je le savais, il est fermé !» Et là, on rentre dans toute une relation à l'autre totalement auto-validante et, à mon avis, assez tragique. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est face à son pneu? Comment est-ce qu'on le traite autrement, hein? Alors je vais vous donner deux alternatives. Une alternative au niveau de la tête, une alternative au niveau du cœur. Au niveau de la tête, si l'important c'est de donner du sens, d'essayer de comprendre pourquoi l'autre est, à l'instar d'Orangina Rouge, aussi méchant. Hein. Alors on peut dire c'est un pneu, c'est comme ça, c'est sa nature, ok. Mais quand on fait ça, on fait une confusion entre les comportements et l'être de la personne. Hein. Et comme on n'est pas ce qu'on fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, on n'est pas ce qu'on fait, et bien peut-être qu'on peut se tourner vers d'autres modèles, comme par exemple ce qu'on appelle en analyse transactionnelle le triangle de Karpman, triangle dramatique, triangle de sauvetage, tout ça c'est le même triangle. Je vous laisse faire chauffer Google là-dessus. Mais en gros, ça dit que vous avez trois rôles, le bourreau, la victime, le sauveur. Et dès qu'on joue un de ces rôles, vous êtes sûr qu'on va jouer les autres rôles. C'est-à-dire que si à un moment donné, quelqu'un comme ça me persécute, moi je suis la victime de tout ça, et à un moment donné, je vais me dire non, laisse-moi, je vais prendre de la distance, et à partir de moi, l'autre il va se dire oh bah l'autre il veut plus me parler, etc. Donc on va jouer le rôle de bourreau, etc. Bref, on va tourner dans tous les sens. Okay, c'est une modélisation qui est un peu plus fine que la modélisation du pneu et qui donne l'avantage de ne pas réduire les individus à leur comportement. Ça c'est un premier point. Vous pouvez regarder du côté des thérapies systémiques, hein, des approches globales de type Palo Alto, etc. Vous avez plein de systèmes thérapeutiques qui se rappellent que pour qu'il y ait une souffrance, vous avez les besoins d'une personne, les besoins d'une autre personne, vous avez les stratégies de la première personne, les stratégies de la deuxième personne, et c'est quand tout ça se rencontre qu'il peut y avoir de la souffrance à la clé. Donc c'est pas forcément que l'autre dans son être est pneu. Ça peut simplement être qu'il a une stratégie qui est une stratégie violente, qui manque d'empathie, qui manque d'écoute, qui manque de considération. Et peut-être qu'il peut être temps de s'attaquer à la stratégie plutôt que de qualifier l'autre personne de pneu. Ou peut-être que nous-mêmes, nous avons une stratégie de sélection des gens qui nous entourent qui font qu'on a peut-être du mal à dire non, à mettre ces barrières, à dire bah, ça c'est inacceptable pour moi, ou ça je veux que ça change, etc. Simplement de dire non, de changer aussi nos propres stratégies. Tout ça sont des possibilités, des leviers sur lesquels on peut agir. Vous avez une deuxième alternative, qui est une alternative au niveau du cœur. Dans ce cas-là, ça demande d'essayer d'être en lien avec la personne. Alors, inutile de dire que si jamais nous avons vécu une intense souffrance, cela peut être que nous pouvons avoir tendance à nous perdre dans la relation à l'autre. Et dans ce cas-là, avant d'ouvrir son cœur à l'autre, il va être très important d'ouvrir pleinement son cœur à soi. Pour déjà savoir quels sont nos besoins, qu'est-ce qui est acceptable pour nous et qu'est-ce qui n'est pas acceptable pour nous. À partir du moment où ces notions-là sont claires seul face à soi et claires face à l'autre, alors il est possible d'ouvrir le cœur face au pneu et d'essayer de rentrer en lien et d'essayer de comprendre « Ah, est-ce que ce que tu es en train de dire, là, c'est que tu me traites de gros connard simplement parce que là, ce soir, j'ai pas envie de te voir et que là, tu te sens seul. Tu te sens seul et désespérément seul et que tu aimerais bien que je te sorte de ta solitude parce que tu as mal. Et que tu as tellement mal que tu n'as pas d'autre choix que de me faire du chantage.
Parce que tu es désespéré, c'est ça que tu es en train de me dire? Mais pour pouvoir ouvrir son cœur comme ça et aller connecter à l'autre, même lorsqu'il a des stratégies qui peuvent paraître très très violentes, c'est très important d'avoir d'abord assuré une espèce de conscience de soi et de ses besoins très 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 solide. Et inutile de vous dire que s'il y a un quelconque harcèlement ou acte de violence, la première des choses à faire, c'est stop au comportement. Puis on reconstruit l'intérieur, et de cette base-là, on peut éventuellement, ou pas, aller voir l'autre. Dans cet ordre. Donc je ne suis pas en train de vous dire, si vous dites, moi j'ai vécu une horreur depuis un PN, je ne suis pas en train de vous dire, retournez-y. C'est pas ce que je suis en train de dire, d'accord? Bref, j'avais envie de vous faire cette vidéo sur les pneus et la perversion narcissique parce que je vois énormément d'êtres humains qui sont en souffrance et qui n'ont rien d'autre pour mettre du sens, donner du sens à leur souffrance que cette paléo-notion, cette notion de paléopsychologie. Et voilà, dire que quelqu'un est un connard, c'est un droit fondamental. Dire non, c'est un droit fondamental. Et personne ne doit rien à personne. Après, sur cette base, on peut rentrer en relation et faire quelque chose de sympa dans la vie et l'existence. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, ou même vous a déplu, ou vous avez des questions, je vous invite à laisser un petit mot dans les commentaires ou à venir nous rejoindre sur la page Facebook Hypnomachie.